on va revenir sur la comédie musicale. Alors, c'est un genre que moi j'aime beaucoup, mais je suis fan de demi. Mais la comédie musicale, c'est l'occasion de vous faire découvrir des coups de cœur, des films pas forcément connus, mais que j'adore. Et je vous invite justement dans le chat à discuter, proposer des films, on pourra revenir dessus, il n'y a pas de problème. Alors, dans le choix des films, je vous propose, alors je vais faire un ordre chronologique la dernière fois, et là je vous propose plutôt quelque chose de thématique, où on va passer d'un film à un autre, ça va être assez libre, mais bon, c'est tout le principe de cette émission. Alors, je vous propose en premier un film que moi j'ai découvert sur Netflix. C'est pas, alors certains diront que c'est assez connu, moi je ne connaissais pas du tout. C'est Chitty Chitty Bang Bang. Alors Chitty Chitty Bang Bang a une particularité, il a été écrit pas par n'importe qui, Monsieur Roald Dahl. Et là, c'est vraiment quand même la classe. Alors, Roald Dahl, comme scénariste, mais en production, nous retrouvons toute l'équipe de James Bond, puisque c'est une adaptation d'un roman de Ian Fleming. Et comme d'habitude avec les adaptations de Ian Fleming à l'époque, on y a mis le budget. Alors, qu'est-ce que c'était à l'époque de mettre le budget ? Déjà, on prend l'extraordinaire, le magnifique, le génial Dick Van Dyke. Dick Van Dyke, on l'avait découvert dans Mary Poppins, que du bonheur. Et il avait aussi notre ami Dick Van Dyke. On l'a connu plus tard pour des émissions pour enfants. On le voit aussi dans Columbo. Et c'est le ramoneur. Il nous a tous marqué, l'ami Dick Van Dyke. Ah, bonsoir Anthony, j'espère que ça va. Comme ça, Anthony me permet de savoir que le chat marche. Et donc, Dick Van Dyke, déjà inoubliable dans Mary Poppins, là encore dans Chitty Chitty Bang Bang, il danse, il s'entraîne, et la musique est des frères Sherman. Les frères Sherman, est-ce que vous connaissez ? Alors, connus pour la musique de Mary Poppins, mais également les frères Sherman, ils sont emblématiques parce que si vous avez été à Euro Disney ou si vous avez été à Disney World, vous connaissez l'attraction Small World avec des poupées là, des mini poupées qui font peur, et c'est eux qui ont fait la musique de cette attraction. Et Chitty Chitty Bang Bang, c'est un super film fascinant. Déjà, c'est un film très étrange. Ça dure pas loin de 3 heures. Le film est découpé en 2 parties et ça me rappelle une époque ancienne. Vous savez, à l'époque, quand vous passiez un film de 3 heures en salle, vous aviez des changements de bobine qui obligeaient d'avoir une intermède. C'est-à-dire que le film s'arrêtait à la moitié, c'était calculé par le réalisateur et le monteur, et pendant 10 minutes, on faisait les changements de bobine pour repartir. Et donc, nous l'avons sur la copie qu'il y avait à l'époque sur Netflix, il y avait ce moment de l'intermède, et cet intermède est particulièrement frappant dans Chitty Chitty Bang Bang parce que nous avons 2 films. La première partie tourne beaucoup autour de la voiture, une voiture magique, une voiture qui vole, avec Dick Van Dyke qui joue une sorte de Géo trouve-tout. Et la deuxième partie est beaucoup plus étrange. On a presque un personnage de croque-mitaine, on arrive dans un royaume enchanté. Et j'aime beaucoup, comme vous savez, si vous suivez les émissions, quand les films partent un tout petit peu en vrille, quand on a l'inattendu. Et là, on passe d'un monde un peu à la James Bond, les gadgets, à une sorte d'univers féerique, château, rêverie enfantine. Et là, on sent vraiment l'influence de Roald Dahl. Et c'est vraiment étonnant. Et les musiques. Les musiques. Vous avez déjà Ashley Mountain, morceau extraordinaire alors, si vous aimez le rock, c'est un morceau que jouait David Gilmour. David Gilmour, c'est le guitariste des Pink Floyd, et il adorait jouer un morceau tiré de cette comédie musicale à ses enfants. Et alors, quel beau morceau. Je peux pas le mettre parce que sinon je vais me faire virer par YouTube au niveau des droits, mais fabuleux. La musique est très bonne. Il y a des très très
très bonnes chansons, qui sont pas loin de valoir celles de Mary Poppins quand même. Donc c'est pas n'importe quoi. Et le film permet aussi, voilà, c'est la grande fresque, il se lâche. Alors c'est inégal, c'est attachant, mais c'est rafraîchissant. Moi, j'aime beaucoup. Puis alors, Dick Van Dyke a un charisme de fou. Le mec, il sait chanter, il sait danser, il a cette aisance naturelle. Le ramoneur de Mary Poppins, c'est véritablement éternel et c'est toujours du bonheur à voir. Donc, je vous invite à découvrir Chitty Chitty Bang Bang. Moi, je dirais une sorte de baignure de la comédie musicale. C'est Disney a fait sa comédie musicale, mais nous, on va faire plus fort. On pousse le truc beaucoup plus loin et ça fait vraiment un film extraordinaire. Donc, un pur bonheur. Je le regarde en inhalant des huiles. Je vois que mon cher Anthony est comme moi, il est un peu malade. Et j'ai toussé pas mal pendant l'émission, j'en suis désolé. Et encore, j'ai beaucoup de chance parce que j'arrive, voilà. J'ai réussi à peu près à tenir debout, mais c'est véritablement difficile. Mais on s'était dit qu'on se donnait rendez-vous, donc c'est du vrai bonheur. C'est une œuvre rafraîchissante, c'est un super film, donc je vous invite vraiment à découvrir Chitty Chitty Bang Bang. En plus, dans Chitty Chitty Bang Bang, il y a une particularité. Est-ce que vous connaissez notre ami Bunny Hill? Bah oui, on connaît tous Bunny Hill, c'est assez énorme. Et Bunny Hill joue dans le film, donc c'est un pur bonheur. Et non, c'est un film de taré, quoi. Ce film, c'est étonnant qu'il soit pas plus connu parce que c'est vraiment une œuvre emblématique. Donc, vous aimez les comédies musicales de Disney, vous aimez les frères Sherman, vous aimez, alors, je vais dire James Bond, Ian Fleming, mais c'est quand même assez éloigné. Mais bon, c'est adapté d'un de ses bouquins. Je crois que son seul bouquin pour enfants. Mais ce Chitty Chitty Bang Bang de 1968, c'est une pure folie, vraiment une œuvre à découvrir. Donc j'étais content de commencer par ce film parce que c'est toute l'idée de la chaîne, c'est de vous proposer des œuvres moins connues. On va dire qu'on va lutter contre l'algorithme qui dit toujours de parler des films évidents pour chacun. Non, ici on est pour découvrir les pépites. Je vous propose de passer à un autre film. Alors Chitty Chitty Bang Bang est plus classique au niveau du chanté, avec vraiment des morceaux qui ont un vrai sens dramatique. Mais là, on va parler d'un film peu connu. Alors, dans nos contrées, ce qu'il est beaucoup plus connu aux États-Unis, c'est Carmen Jones d'Otto Preminger. Alors, imaginez une version de Carmen. Le Carmen, l'opéra de Bizet emblématique, c'est énorme, c'est vraiment une œuvre emblématique. Et Carmen Jones, ce film est sorti en 54, il transpose l'opéra de Bizet dans l'Amérique contemporaine. Et il y a un parti pris assez fort puisque c'est une distribution entièrement afro-américaine, ce qui était déjà fort dans les années 50. Et là, vraiment, Preminger prend le côté, tragique de l'œuvre initiale de Bizet et en fait un grand film. C'est vraiment une œuvre à découvrir. Alors, on l'a pas vu longtemps en France. C'est souvent pour la même raison. Je crois que c'est une sombre question de droit. Mais c'est vraiment une œuvre, voilà. Je voulais vous en parler aussi parce que c'est encore là, on est dans un film inattendu. Alors c'est Dorothy Dandridge qui incarne Carmen et elle est magnifique, sensuelle. Elle n'est pas la femme manipulatrice, non, elle est l'énergie, la fragilité, elle est d'une modernité fascinante et elle a été nommée à l'Oscar de la meilleure actrice. C'était la première fois qu'une actrice afro-américaine était sélectionnée aux Oscars. Alors, faut savoir, on dit souvent que on parle souvent de autant n'importe le vent, mais c'était pour un second rôle. Là, c'est la première fois qu'on sélectionnait, qu'on choisissait une actrice afro-américaine pour l'Oscar de la meilleure actrice. Alors ça a été un succès public et critique aux États-Unis et c'est normal. La mise en scène de Preminger est absolument magnifique, profondeur de champ, plan séquence élégant, chorégraphie filmée avec invention, c'est du pur bonheur. Après, on va aller parler d'Alan Parker.
Ah, notre ami Alan Parker. Non, non, vous inquiétez pas, je vais pas parler de Madonna. Don't cry for me, Argentina. Non, on va parler de sa première œuvre. Alors, on est un tout petit peu plus éloigné de la comédie musicale, parce qu'on dit souvent que la comédie musicale, comment dire, les chansons ont un sens dramatique, elles peuvent faire avancer le récit. Là, mais j'avais envie de vous en parler. Et puis, c'est mon émission. C'est Bugsy Malone, 1976. Et Bugsy Malone, c'est un film de gangster joué par des enfants. Et on découvre dans le film, entre autres, une géniale Jodie Foster. Mais Jodie Foster est toujours extraordinaire. Je vais vous mettre un petit cliché d'elle dans Bugsy Malone. Et j'adore ce film. Alors, on est vraiment dans le film de gangster, c'est-à-dire que on a les règlements de compte, on a le côté difficile, sauf que là, ça se règle à coups de tarte à la crème. Et il y a un décalage entre la gravité du film de mafia, on va dire, du film de gangster, et la maladresse des enfants. Et on a l'impression parfois de regarder un film muet. Mais il y a vraiment revisité le cinéma avec l'innocence des enfants et se jouer des conventions, ce qui est assez habituel chez Alan Parker. Et c'est vraiment un objet unique. Alors, il y a la comédie noire, il y a un hommage à l'âge d'or hollywoodien. C'est un film musical plus qu'une comédie musicale, mais c'est vraiment une œuvre à découvrir et qui est un petit peu oubliée. Mais de toute façon, je trouve qu'Alan Parker, alors non, j'aurais pas pris le film avec Madonna, mais bon, il a fait The Wall entre autres, et The Wall est un grand film musical, mais je l'ai pas mis dedans. Mais on oublie parfois le grand réalisateur que c'était. Moi, je pense que quand on le traitait de Clipper et tout, faut arrêter. Non. Il était beaucoup plus subtil que ça. Et Bugsy Malone fait partie de ces grands films. Et on reviendra aussi dans cette sélection sur un autre film de lui. Un film qui se passe en Irlande. Alors, ceux qui connaissent vont à peu près deviner. Salut Farid Barex. Donc, passe une tête, il n'y a pas de problème. Mais tu peux rester plus longtemps. Et là, on était en train de parler de Bugsy Malone. Et voilà, je disais tout le bien que je pensais d'Alan Parker. Et après Alan Parker, on va passer à un autre grand réalisateur qui est pas très à la mode en ce moment, soyons francs, Francis Ford Coppola. Coup de cœur en 1981. Coppola, il est dans le succès d'Apocalypse Now. Il est le maître du monde. Et il rêve vraiment à l'époque d'être une alternative aux gros studios avec ce qu'il a créé, son studio Zoetrope. Et il va se décider à faire une comédie musicale moderne. Et pour cela, il va s'appuyer sur la musique de Tom Waits et réaliser ce film. Alors ça a coûté une blinde, il faut le dire. C'est des moyens faramineux, reconstruction studio. En plus, le film, si je me souviens bien, est l'une des premières œuvres à utiliser le numérique. Alors je sais plus, je crois qu'il y avait des bases sur le montage et aussi il avait une sorte de régie numérique où il pouvait gérer ses différentes caméras. Et il va faire vraiment un Las Vegas de néon, de décors. Il va compter un sujet plus, on va dire, nouvelle vague, un couple en crise. Et c'est fou. C'est fou comme ce film. Alors, il faut aimer Coppola. Le garçon Coppola n'a jamais été, comment on va dire, c'est riche. C'est riche, c'est très très riche. Il en fait un peu beaucoup. Les effets de néon s'en prend plein la tête. Mais pourtant, moi j'aime. De toute façon, j'aime la démesure chez Coppola. Son côté d'en faire trop. Et là, vraiment, il mélange les styles, comédie musicale, drame. C'est virtuose. La caméra, elle bouge partout. C'est une œuvre pharaonique. C'est vraiment le mec qui dit attendez. J'ai refait le film de guerre, je vais refaire la comédie musicale. Alors parfois, c'est peut-être un peu artificiel. Je suis pas, alors des gens vont me tuer, un fan absolu de Tom Waits.
Donc ça joue peut-être sur mon appréciation. C'est pas mon film musical préféré, mais c'est vraiment quand vous vous intéressez au cinéma, c'est vraiment un excellent film à voir. Ah, JT Pop, le coup de cœur est un coup de cœur. Je suis très très content que j'évoque ce film. Le JT Pop, on fera bientôt une émission ensemble et on évoquera un réalisateur qu'on adore particulièrement tous les deux, Monsieur Jean-Pierre Mocky. Mais quel film! Moi, c'est un film, voilà. C'est un film qui me touche beaucoup. Surtout la fin. Moi, la fin, je tombe en larmes à chaque fois. Déjà, c'est des chansons mythiques. Un cinéaste qui maîtrise. Bon, Foreman fait très bien la musique. Il montrera après avec Amadeus. Et il orchestre. Il a un super casting. John Savage, Treat Williams, vraiment génial. Drame, satire. Il arrive à tout mélanger. Le film est ultra dynamique. Et ceux qui pourraient avoir peur, le film n'est pas, comment dire, ne s'enferme pas dans le... Les gens pourraient avoir peur du côté hippie, mais c'est un film qui va beaucoup plus loin. Alors déjà, moi, hippie, ça me parle. Donc je vais être franc avec vous, ça me gêne pas du tout. Mais au-delà, la puissance émotionnelle, alors est-ce que on sait que Milos Forman avait fui son pays avant d'aller aux États-Unis. Est-ce qu'il y a quelque chose qui parle de la folie des hommes? Mais cette fin. Et puis à voir aussi, parce que si vous voyez Let the Sunshine comme une simple chanson hippie, c'est mignon et tout. Quand vous voyez le film, voilà. Après, vous l'entendrez plus jamais pareil. Et c'est un film qui m'a marqué. C'est un film que je regarde souvent. Et vraiment, 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 pour moi, c'est une des comédies musicales essentielles. Donc, je vous invite vraiment à voir le R de Milos Forman. Après R, on va continuer dans les H avec Hairspray de John Waters. Ah, l'ami John, je l'adore, l'ami John. Alors, John Waters, c'est quand même connu à ses débuts, le côté outrancier. On s'en rappelle de ses films en odorama. Et là, il va nous livrer une comédie pop, drôle. C'est vraiment du pur bonheur. Et son héroïne, qui s'appelle Tracy, une petite adolescente ronde et joyeuse qui rêve de participer à un concours. Et elle va détrôner la jolie blonde. Et derrière, c'est une déclaration d'amour aux gens différents, des laissés pour compte, des gens qui ne rentrent pas dans la norme. C'est vraiment une déclaration à la différence qui est absolument géniale. Oh, en plus la musique est géniale, rock, soul, c'est super bien filmé. Et John Waters, mais je pense après à son film Serial Mother, montre que il vient d'underground. Là, il était dans quelque chose de plus classique, mais il ne perd jamais son esprit. Harry Nilsson. Alors, vous avez le vinyle derrière d'Harry Nilsson. Bon, déjà, je suis un fan d'Harry Nilsson. Et c'est aussi parce que je vais évoquer un film d'Harry Nilsson. Pas un film où il y a la musique d'Harry Nilsson, réalisé par un grand metteur en scène américain, monsieur Robert Altman, mais on reviendra à ça. Mais oui, je pourrais parler des heures d'Harry Nilsson. Alors, c'est génial. Pour en revenir à Exprès, faut imaginer, vous pouvez avoir le plaisir de Grise, mais avec du sens. Avec un discours beaucoup plus fort. Donc c'est une comédie drôle, politique, attachante. Ça célèbre la tolérance et l'intégration. Et donc vraiment, vraiment, si vous l'avez jamais vu, Hairspray. Alors attention, quand je parle d'Hairspray, les enfants, je ne parle pas
du très très mauvais remake qui avait été fait. Non. Nous, on part vraiment du film de notre ami John Waters et avec Divine, le travesti. Mais c'est génial. Et puis aussi il y a Debbie Harry, si je me souviens bien, qui joue la méchante blonde. Non, c'est génial. Il y a voilà. C'est un film qui a du chien. C'est un film sur la différence. C'est un super film. Donc découvrez Hairspray de John Waters. C'est que du bonheur. On va continuer dans cette série autour des films avec un film français. Alors bon, faut le savoir. Je suis un fan absolu de Jacques Demy à la base, et donc on va en parler souvent de ceux d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau, qu'on a souvent associés. C'est normal, il était assistant sur 3 places pour le 26, et je vais vous parler de Jeanne et le garçon formidable. Alors, comédie audacieuse, Jeanne et le garçon formidable, parce que on profite de l'héritage de Demy pour aborder le sida. On a la présence de Mathieu Demy, on sait que les 2 réalisateurs ont fait partie d'Act Up, et on a appris assez récemment que Jacques Demy était lui-même mort du sida. Et j'adore. Déjà, j'aime beaucoup Virginie Ledoyen dans le film, donc c'est pas évident, parce que je sais pas l'actrice que je préfère. Il y a Jacques Bonafé qui est génial, et il y a un mélange entre la comédie musicale, le côté léger, la gravité. Ils ont tout compris de Demy. Parce que pour moi, Demy est un réalisateur beaucoup plus profond qu'on ne pense. Bon, les fans de Demy le savent, mais moi, il y a des gens qui pensent que Demoiselle de Rochefort et Podane, c'est des films que légers. Mais non. Et voilà, il mélange vraiment le côté dramatique. Le sida va arriver dans le film. Il y a cette très belle chanson où c'est Jacques Bonafé qui chante à Virginie Ledoyen, chanson sur la mort, et c'est un grand moment de film. Ça prouve aussi que la comédie musicale, on peut utiliser ses codes, mais se limite pas à un truc, c'est tout mignon, c'est rose. Non, on peut faire quelque chose de plus grave. Donc c'est un film incassable. C'est une des plus belles tentatives pour moi de retrouver l'esprit de Demy. Donc les 2 réalisateurs qui avaient travaillé sur le dernier film de Jacques Demy, 3 places pour le 26, ont vraiment compris son univers. Mathieu Demy est très bien. Donc un film là aussi que je vous invite vraiment à découvrir, c'est du pur bonheur. Après Jeanne et le garçon formidable, je vous propose La petite boutique des horreurs de Francoz. Ah, Francoz, on le connaît tous pour... c'est Yoda. C'est aussi réalisateur. Il a beaucoup travaillé avec Jim Henson. Il a été réalisateur. C'est lui qui est en crédit, je crois, sur... je sais plus si... Oui, en crédit sur Dark Crystal. C'est un grand monsieur, et là il s'attaque au remake d'un film de Corman, produit par Corman, en version comédie musicale. Il faut savoir que les 2 musiciens qui sont à l'origine de cette version musicale s'étaient fait connaître à Broadway avec justement une version sur plateau de La petite boutique des horreurs. Et ces 2 musiciens seront engagés après par Disney, c'est eux qui bossent sur la musique de La Petite Sirène et de, si je me souviens bien, et d'Aladin. Et c'est du bonheur, La Petite Boutique des Horreurs. La série B de Corman ici devient une belle histoire d'amour entre Rick Moranis et qui va tomber amoureux d'une jeune fille, mais sa plante carnivore va vraiment lui rendre la vie impossible. C'était produit par David Geffen. David Geffen connu, alors dans l'univers du disque, le grunge lui doit beaucoup. Nirvana a été produit par Geffen, et il s'était attaqué au cinéma puisqu'il produit aussi Entretien avec un vampire de Neil Jordan. Il laissait, à mon avis, une grande liberté au réalisateur. On se rappelle aussi dans le long métrage de Steve Martin, en dentiste sadique, irrésistible.
Les décors, les couleurs, c'est du bonheur. Puis qu'est-ce qu'elle est bien faite, la plante. Mais c'est vraiment du bonheur. Moi, j'ai envie de lui faire quand même des câlins à la plante. Elle est trop jolie. Là, on voit notre ami Rick avec la plante. Vraiment, c'est un des personnages principaux du film. Mais c'est comme Yoda dans la première trilogie Star Wars. Il y a vraiment une vie, il arrive vraiment à insuffler la marionnette. Je pense qu'on pourrait pas en image de synthèse lui donner la vie comme ça. Là, c'est la force des marionnettistes qui, eux seuls, ont cette capacité à donner une âme. Donc vraiment, la petite boutique des horreurs, très bien. En plus, la musique est vraiment chouette. C'est pas étonnant que ça avait été repéré par Disney après. C'était Alan Menken et Howard Ashman qui avaient signé la version à Broadway et c'est du bonheur. Autre film sur lequel je voulais revenir, c'est Le Petit Prince. Alors, on le connaît peu ou pas en France. Il y a un Petit Prince signé par Sam Donen, grand nom de la comédie musicale. Alors, c'est un film très important. C'est pour ça que je voulais revenir dessus. C'est qu'il est resté emblématique pour les fans de Michael Jackson. Alors, parce que, pour le coup, une des danses dans le film a énormément inspiré le moonwalk et toute l'esthétique de Jackson. Et en plus, on retrouve celui qui joue le serpent extraordinaire, un de mes réalisateurs préférés, Bob Fosse, qui était un chorégraphe, un danseur extraordinaire. Et véritablement, si vous voyez le film, la façon de se déplacer, il y a le moonwalk, il y a tout des danses de Michael Jackson dans ce film. Donc, alors, je crois que le film n'est même pas sorti en France. Moi, j'en avais entendu parler, mais c'est vraiment une œuvre assez inconnue. Mais je vous invite vraiment à découvrir ce Petit Prince faisable maintenant. C'est beau, c'est les côtés positifs. Il y a beaucoup de côtés négatifs, mais il y a quelques côtés positifs de la mondialisation. Et c'est de pouvoir trouver des films. On ne pouvait pas parler de comédie musicale sans parler de ce chef-d'œuvre absolu qu'est les Blues Brothers de John Landis. Le chef-d'œuvre de Landis. Oh, ouais, encore, il en a fait plusieurs. Mais cette capacité qu'avait Landis aussi à magnifier les scénarios de Don Aykroyd. Je ne sais pas si vous savez, en gros, les Blues Brothers, Don Aykroyd, l'acteur, donc notre ami avec Bellucci, et Don Aykroyd, quand il écrit, il faisait vraiment... il vous proposait pas un petit scénar, il vous proposait quasiment le truc de, en gros, 400 pages. Et là, Aykroyd avait, je crois il avait 300. Et John Landis, ça va avoir cette capacité à retravailler le scénario, cette énorme épopée, pour en faire une chose un petit peu plus simple au niveau de la structure. Et qu'est-ce que ça marche? Les Blues Brothers, c'est la liberté, c'est Carrie Fisher en femme complètement folle, c'est du pur plaisir en musique. Quand on écoute la BO, tous ces grands noms de la musique noire, on s'est dit mais ça a dû coûter une blinde et tout. Alors le film n'était pas donné, mais à l'époque, la musique noire américaine était oubliée par les studios, était oubliée par les maisons de disques, et ils ont eu, c'est Aykroyd qui explique ça, ils ont eu peu ou pas de difficulté à avoir les droits. Et c'est la BO coûte beaucoup moins cher. Alors que vous avez dit James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles, John Lee Hooker et Bellucci et Aykroyd, c'est absolument extraordinaire. Le premier est charismatique, le second est passant rien, Aykroyd ne bouge pas. Et voilà, musique extraordinaire, sens du rythme, tout le monde s'en prend plein la tête. Et moi j'adore ce côté punk, ce côté on n'aime pas les militaires, on n'aime pas les flics, on n'aime pas ceux qui aiment un peu trop l'Allemagne d'une certaine époque.
On rentre dans l'art. Alors oui, on sait que le tournage a été chaotique, alcool, drogue étaient sur le plateau. Bellucci, il en est mort, a eu quelques petits problèmes avec les addictions, mais quel bonheur. Et ça se regarde. Ça se regarde et ça se regarde parce que la musique porte, parce que il y a un rythme, il y a un rythme continuel pendant tout le film. On se prend d'amitié, puis c'est une quête. Donc c'est presque le Seigneur des Anneaux du blues. Il y a une quête, il faut chercher chaque musicien pour arriver à la fin à, à réussir sa quête, et puis peu importe le prix à en payer, c'est du bonheur. Voilà, que dire de plus? BO extraordinaire, Landis à son sommet. Landis, c'est vrai qu'on pourrait revenir quelques minutes dessus. À Landis, a payé cher. Je sais pas si vous connaissez l'anecdote de la quatrième dimension. Le film à sketch produit par Spielberg autour de la série emblématique des années 50. Il y a eu des morts sur le plateau, un hélicoptère qui était trop bas. En gros, c'est un des acteurs et un ou deux enfants sont morts. Et Landis a payé ça. Spielberg a disparu, on ne sait pas où. Donc il n'a pas été, très solidaire. Et c'est ce qui fera du mal à une partie de la carrière de Landis. Et c'est dommage parce que c'était vraiment quelqu'un qui mélangeait les genres avec beaucoup de bonheur et qui a fait vraiment de grandes comédies. Je vous propose ensuite les chaussons rouges de Michael Powell et Emeric Pressburger. Les chaussons rouges, c'est un film de 48. Alors considéré, attention, c'est pas n'importe qui l'a dit, par Martin Scorsese comme l'un des plus beaux films au monde. Est-ce que c'est vrai? Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer de vidéo. On va un peu profiter de ces lumières. Non, je vous assure, c'est un des plus beaux films au monde. Les chaussons rouges, si vous avez eu Black Swan pique beaucoup. Et donc les chaussons rouges, voilà. Moi, j'adore Michael Powell, le grand cinéaste anglais, grand cinéaste baroque qui aura véritablement révolutionné. Et on est sur une ascension fulgurante de Victoria Page. Ah, bah oui, on est d'accord, JT Pop. L'un des plus beaux films au monde, tout simplement. On suit donc Victoria Page, une jeune fille qui est, comment dire, c'est son ascension. Et c'est vraiment, je sais même pas tant le scénar que, voilà, c'est la pure folie visuelle. Michael Powell est vraiment, on sait sa carrière aura été brisée par son film Le Voyeur. Mais il avait un sens de la mise en scène absolument extraordinaire. Et surtout, on est vraiment sur une réalisation où le côté visuel fait les ressentiments. Et lui, il fera aussi le Narcisse Noir. Et c'est vraiment un spectacle total. Là, il voulait vraiment le spectacle total. On dit ça de l'opéra, mais danse, musique, peinture, cinéma fusionne, tout. On a un ballet central de 20 minutes au milieu. Et c'est la pure folie. On part de Minelli, on part des grands réalisateurs de comédie musicale, mais là, en Angleterre, Michael Powell, il casse tout. Il est le meilleur. Il est le meilleur. Chef-d'œuvre du cinéma britannique. Les Chaussons rouges, qui ont un gros succès au mondial, est un mélodrame extraordinaire. Et si vous voyez Black Swan, pour moi, a toujours été le film aura toujours été une sorte de remake des Chaussons rouges, je dirais, avec Perfect Blue de Satoshi Kon. Et vraiment, voyez ce film. Alors déjà, regardez les bandes annonces. Si vous allez voir, c'est de l'enchantement. C'est entre les décors, la mise en scène, c'est du grand cinéma. Donc Monsieur Michael Powell, les chaussons rouges, que du bonheur. Je vous propose de continuer. Alors je vous avais parlé d'Alan Parker. Vous allez dire Alan Parker, William il aime bien, oui. Et un autre film. Alors si vous l'avez vu, vous vous doutez un peu de quoi je parle. Des Commitments. C'est une adaptation d'un roman de Roddy Doyle qui sera adapté entre autres par Frears après.
Et là, on visite la musique soul, mais en Irlande. C'est assez étonnant. On est dans les quartiers difficiles irlandais et on va voir la montée d'un groupe qui se construit. Et on fait de la musique. Franchement, les problèmes de groupe, j'en ai eu, et je trouve que c'est un des films les plus fidèles. Et Parker va vraiment recruter de vrais musiciens amateurs, filmer concerts et répétitions. Il y a vraiment une volonté vraiment de capter dans les rues, dans les HLM de Dublin. Et c'est génial quand on va voir l'ascension de ce groupe. On a vraiment l'impression d'être plongé en Irlande. Et à la même temps, c'est jamais misérabiliste. C'est une invitation à la musique. C'est un joli film, les Commitments. Ça avait fait un succès à l'époque. Ça avait un peu, justement, réhabilité. Il n'a pas toujours été très aimé par la critique, notre ami Alan Parker. Et c'était mérité. Et on a vraiment envie de prendre une petite pinte de bière, d'aller écouter cette seule irlandaise pour un film vraiment réussi. Et en plus, Parker, comme d'habitude, va nous travailler aussi sur comment on se libère. Alors, dans d'autres films, libéré, comment dire, dans The Wall, il y avait l'idée de se libérer de sa prison intérieure. Là, libéré aussi de son quotidien par la musique. Et la fin, voilà. C'est intéressant parce qu'à la fin, on est quand même sur le caractère un peu du roman d'apprentissage et la fin est touchante. C'est pas la fin la plus positive du monde, mais c'est un joli film touchant. J'aime énormément. Donc, si vous l'avez vu, n'hésitez pas dans le chat à le dire. Mais les Commitments, c'est que du bonheur, c'est que du plaisir. Un très joli film, puis une super bande de soul. Donc, vraiment, 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 je vous invite à le découvrir. J'étais obligé de revenir dessus. Les Demoiselles de Rochefort. Moi, c'est un de mes films fétiches. Alors, Les Demoiselles de Rochefort, c'est souvent parodié. Moi, je sais que quand j'avais acheté le film à la Fnac de Caen, on peut le dire, le mec m'avait regardé 49 fois en disant mais pourquoi vous aimez ça et tout. Mais parce que c'est un film extraordinaire, c'est un film monde. Parce que j'ai dû le voir 12 fois et que je peux replonger à chaque fois dedans. J'ai l'impression vraiment de pénétrer dans un univers. J'ai fait une comparaison qui peut être étrange. Le même sentiment avec les films de David Lynch, par exemple, où j'ai vraiment l'impression de pénétrer dans un monde. Et là, dans Les Demoiselles de Rochefort, j'ai vraiment cette impression de plonger dans Rochefort. En plus, maintenant, j'ai de la famille à Rochefort, donc c'est assez amusant. Mais pas à l'époque quand j'ai découvert le film, je n'avais pas encore, je n'avais pas encore ce lien avec Rochefort. Alors, pourquoi le film est réussi? Bon, déjà. Moi, ce que j'adore chez Jacques Demy, c'est qu'on l'a classé Nouvelle Vague, mais il y a cette technicité, il y a ce côté visuel, il y a cette maîtrise visuelle. Là, en plus, il a des super acteurs, et puis de voir Jean-Jacques Iris, de voir Gene Kelly, qui semble d'une jeunesse éternelle. Et puis, il y a la musique de Michel Legrand. Alors, la musique de Michel Legrand, je ne suis pas fan de toutes les musiques de Michel Legrand, mais alors, là, il est au sommet de son art. Musique jazzy extraordinaire. Ça commence déjà par ce premier plan qui est vu de dessus sur le pont Transborder à Rochefort. Et tout le film, c'est une succession de morceaux d'anthologie. Voilà, moi je peux vous chanter plein de morceaux de Demoiselles de Rochefort. Voyageons de ville en ville. Et c'est le décalage que j'aime beaucoup. Parce que les gens pensent que c'est un film rose bonbon. Alors vous savez, dans Les Demoiselles de Rochefort, un serial killer, des éphémères, des gens qui se suicident, vous avez tout. Et il y a... C'est ça, Demi. Sous l'apparente légèreté, on dit des choses profondes, on parle du sens de la vie, on parle des difficultés, et c'est ce que j'adore chez lui, et c'est ce qui est fort dans Les Demoiselles de Rochefort, parce que on a vraiment deux niveaux de lecture. En plus, il y a un excellent rythme. En plus, voilà, je vous dis, on visite la vie, on a l'impression de pénétrer dans cet univers, comme il avait c'était Evin, son décorateur, qui avait ce truc de recréer un univers. Là, vraiment, avec sa mise en scène hyper maîtrisée, c'est... Ah bah voilà, exactement, du T-pop. Je suis exactement d'accord avec toi.
Je ne comprends pas pourquoi. Parce que là, oui, on a un serial killer. Mais de toute façon, c'est un truc sur les films, c'est un truc social, c'est un truc qui parle quand même, les Demoiselles de Rochefort, du gaullisme, du poids, d'une certaine morale. On parle aussi du presque d'une masculinité toxique avec celui qui a la galerie. Et tout ça passe parce que c'est virtuose. Parce que le mec est tellement doué qu'il vous fait passer ça, qui vous fait passer tous les sentiments et vous rendez pas compte des strates dans le film. Et quand vous y réfléchissez, c'est fort. Puis voilà, moi je peux regarder 32 fois. Je connais peu de films que je peux regarder plusieurs fois. Et c'est vraiment génial. Puis Catherine Deneuve est super, sa sœur est super. On n'arrête pas. Voilà, c'est un grand film. Alors moi, il y a d'autres. Jacques Demy que j'adore, Une chambre en ville. J'adore Lola. J'adore beaucoup de films. J'adore aussi, mais je vous en avais parlé la semaine dernière, Le joueur de flûte d'Amelin, qu'il avait fait en Angleterre, avec le producteur de Ken Russell. Mais voilà, Les Demoiselles de Rochefort, c'est mon, voilà, ça, c'est peut-être mon film préféré de Demi, et c'est sûrement l'un de mes films préférés au monde. Je vous dis, c'est comme un univers, comme je vous compare à Twin Peaks. Je rentre dans le monde de Twin Peaks, peu importe que ce soit vraisemblable ou pas, j'ai l'impression de pénétrer dans le monde de Twin Peaks. J'ai la même chose, et dans la comédie musicale avec les Demoiselles de Rochefort, c'est que je pénètre véritablement dans le monde de Demi, dans ce film-là. J'ai l'impression de pouvoir être dans chaque rue, de chanter à leur côté. C'est vraiment un bonheur. Alors, je vous avais abordé le coup de Demoiselles de Rochefort. Ça va me permettre de passer à un autre film, Litzomania de Ken Russell. Alors, Ken Russell, moi j'aime beaucoup. Les Diables, ce provocateur. Je suis grand fan. J'aime beaucoup son Music Lover sur Tchaïkovski. Et j'aime beaucoup Litzomania. Alors, j'aurais pu utiliser Tommy, mais Tommy se basait quand même sur voilà, sur l'opéra rock des Who. Mais on est véritablement là dans la même idée. Il va loin, il va très loin, il va trop loin. C'est pour ça que je l'aime. Alors c'est vrai, bon déjà voilà, notre ami Ken Russell, provocateur dans l'âme, qui finira par d'un jeu de télé-réalité, ça m'a toujours rendu triste. Le mec, il réalise Les Diables, bon, avec Denon Lubrick. Il est un des metteurs en scène les plus essentiels d'Angleterre, et il finira dans je sais pas, là où ils sont enfermés, comme le truc qu'il y a eu en France. J'ai plus nommer le truc dans Démol et version anglaise. Mais revenons à sa grande période. Là, il va décider de parler de Franz Liszt, qu'il va voir comme une pop star. Et pour ça, il va s'appuyer sur Roger Daltrey, chanteur des Who, qu'il avait déjà bossé avec lui sur Tommy. Et il va nous mettre les grandes étapes de Liszt. Alors, bon, il va frénétiquement. On voit Liszt se jouer, c'est pire qu'un concert des Beatles. Mais on a un Wagner, ah là là, un Wagner dans le film qui est vu comme une sorte de fou furieux. On va tomber dans une sorte de Superman complètement arien. À la fin, c'est une œuvre. Alors, c'est pas toujours fin, mais c'est un vrai pamphlet contre l'idéologie totalitaire. Et Wagner en prend plein la tête. Parce que je sais, là, je suis pas le plus grand spécialiste de la musique, mais Wagner a commencé plutôt de gauche et a fini, voilà, s'il a été récupéré par certains pouvoirs totalitaires, c'est parce que lui-même a fini dans un totalitarisme, et donc il était avec il il a joué un grand rôle. On pense que Wagner a volé en plus comment dire certains morceaux de Liszt, voilà. Et c'est vraiment là, on est vraiment dans un film complètement fou. On a des Frankenstein, on a des parades phalliques, on a tout, on a Liszt qui s'est terrassé au piano, Wagner. C'est vraiment un film kitsch, foutraque, mais moi j'adore. J'adore l'énergie de Ken Russell. Alors on peut ne pas aimer, mais c'est tellement facile d'être, surtout quand on fait sur la musique classique, c'est souvent, on fait quelque chose de très, comment dire, faut pas dépasser pour un public qui aime le côté feutré. Non, lui, il fait une œuvre forte, engagée, où il utilise vraiment le rock, parce que la BO est vraiment super, très très bonne BO. Et il parle de Liszt, et il parle très bien de Liszt, qui était quand même un des grands de la musique classique, voilà, de sa relation à Wagner. Et c'est vraiment, voilà.
C'est un de mes préférés de Ken Russell. Mais regardez la film de Ken Russell. C'est vraiment un très très grand réalisateur. Un peu oublié, mais c'est comme Ken Russell, il a été un peu oublié comme Nicolas Roeg. Nicolas Roeg, autre grand réalisateur anglais, dont le chef-d'œuvre absolu est Ne vous retournez pas, qui était un film qui se passe avec Donald Sutherland, qui se passe à Venise, qui est pas loin du Giallo, avec un côté fantastique et une fin absolument. Tous les gens qui ont vu le film se souviennent de la fin, et c'est vrai que c'est une metteur en scène plus marquée par leur époque, parce que ils vont très loin au niveau de l'ARIA et de certains effets de l'époque. Mais c'est à revoir absolument. Mais voilà, Litzomania, moi j'aime beaucoup. Ce sera le début de la fin, on dit souvent, pour notre ami Ken Russell, qui fera moins de succès, qui finira par Repère du Ver Blanc dans les années 80 ou Gothique. Mais voilà, là il avait les moyens, il avait la folie. Russell en pleine liberté créatrice. C'est des films qu'il pouvait faire dans les années 70 qu'il pouvait plus faire après. Comme je vous disais, son film Les Diables sur les bonnes sœurs qui ont complètement pété les plombs dans le couvent. C'était bon, on verra jamais la version la director's cut, parce que la Warner ne veut pas et l'a fait disparaître, mais c'était produit par la Warner, et vraiment en anticlérical et tout, c'est fort. Mais de toute façon, Ken Russell, ça a toujours été ce côté de rentrer dans l'art. Donc voilà, un film à découvrir si vous l'avez pas vu, si vous l'avez découvert, si vous aimez le rock, allez-y. Litzomania, si vous aimez Litz aussi, ça arrive à mélanger les deux, c'est fort. Voilà, un grand film de Ken Russell. Après, comme j'aime bien à partir d'un extrême à l'autre, on a parlé en premier de Chitty Chitty Bang Bang avec notre ami ramoneur, Dick Van Dyke. Bon, on va aller vite, mais on est un peu obligé de parler de Mary Poppins, de Robert Stevenson. Pure merveille, quand même. Alors, on dit souvent que Mary Poppins, c'est un des derniers grands films Disney. C'est un des derniers grands films de Walt, parce que il s'y implique. Après, il se perdra un peu dans, voilà, après, on dit de Walt, télévision, parc d'attractions. Mais là, vraiment, c'est un projet qui comptait. Alors, faut que vous sachiez que l'ami Walt, pour adapter les bouquins, parce que c'est une série de bouquins qui est de toute façon beaucoup plus noire, beaucoup plus dark que le film de Disney. 20 ans, il a passé à lui dire non, mais je voudrais quand même adapter Mary Poppins et tout. Et il va réussir. Bon, il va prendre les frères Sherman qu'on retrouve après sur Chitty Chitty Bang Bang, et il va en faire une comédie musicale. Alors, la vraie histoire, parce que Disney a fait un film sur oh là 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 là, elle était contente de l'adaptation. Non, elle n'était pas du tout contente de l'adaptation quand même. Pamela El Travers. L'anecdote voudrait qu'elle ait pleuré à la première, pas de bonheur, mais d'avoir trouvé qu'il avait trop aseptisé son univers. Mais ça reste un grand film, Mary Poppins. Julie Andrews, à l'extra, très très bonne chanson de Frère Sherman. Ce que dit Dick Van Dyke, voilà, la fantaisie pure, mélange, on fera rarement aussi bien, ou faudra presque, parce que faudra aller presque vers Qui veut la peau de Roger Rabbit pour retrouver un mélange aussi bon de prise de vue réelle et animation. Toutes les chansons, on peut s'en rappeler, elles sont vraiment d'une efficacité pure. Donc vraiment, pour moi, c'est un des plus grandes comédies musicales, c'était récompensé par des Oscars. Et c'est une belle énonciation en ces temps de Startup Nation vraiment ennuyeuse, que ce n'est pas l'essentiel. Et peut-être que le message de Mary Poppins en a encore besoin. Un film dont je voulais évoquer, qui est pas très bon. Soyons francs, je vais pas vous dire que c'est un chef-d'œuvre, c'est Moonwalker. Moonwalker, c'est le film, je sais pas ce que vous voulez, Michael Jackson, il voulait en faire son bénure, son œuvre emblématique. Et bon, voilà. On va être franc, c'est un film bizarre, Moonwalker. Est-ce que c'est un film? Oui, c'est sorti comme film. Après, Moonwalker, c'est presque 3 films en un, et c'est un excellent jeu de Sega pour les gens qui ont été dessus. Alors, vous avez mais c'était pour l'album de sortie Bad, et le film est composé en 3 parties. Et vous avez la première partie, c'est une sorte de rétrospective. Vous avez des images d'archives, de concerts. La seconde, on voit je crois que c'est là où il y a Leave Me Alone, c'est plus on est dans une sorte d'animation. Puis troisième partie du film,
il y a une sorte de petite narration avec un méchant joué par Joe Pesci qui drogue les jeunes et tout. Et Michael se retrouve dans ce monde à danser sur Smooth Criminal, un des plus meilleurs morceaux au monde, et à se transformer en robot géant, puis en vaisseau spatial. Salut Julien. Et alors, moi je trouve que c'est un film fascinant, Moonwalker. C'est un mauvais film, dans le sens pourquoi 3 films en 1. Et en même temps, je pense que c'est un bon portrait du cerveau de Michael Jackson. C'est-à-dire que on sait pas. Oui, Joe Pesci qui joue méchant avec sa queue de cheval. Joe Pesci qui a une queue de cheval, c'est vraiment un des grands moments du cinéma. Et le film visuellement, il y a des très bons moments. Il y a des fois, ça ne sert à rien du tout. Mais on voit le mélange de timidité, et des moments de grandiloquence, de son côté enfantin. Voilà. C'est un pur film. Ça part dans tous les sens. Et je pense que ce côté kitsch, embarrassant de Michael Jackson, ce côté où il n'y a pas de logique, où c'est presque une logique de psychopathe d'avoir fait ce film-là, se retrouve. Donc, mais pour le coup, d'accord. Donc Julien me disait que c'est Mike Plock qui a fait le design des personnages en claymation. Et c'est pas une œuvre parfaite. Par contre, restons d'un point de vue musical, et j'insiste lourdement dessus. C'est quand même l'album. C'est quand même mon album préféré. Moi, je préfère Bad à Moonwalker. En l'état, c'est une œuvre étrange qui part dans tous les sens, qui est à l'image, à mon avis, du cerveau de Michael, il y a aucune logique. Mais ça permet, je pense, de plus comprendre, parce que voilà, celui qui a été The King of Pop. Alors comprendre qu'il y avait rien à comprendre et que c'était vraiment le foutoir dans son esprit. Et ça a marqué. Et il y a quand même des séquences qui marchent très bien. Moi, je me rappelle. Des séquences d'animation, Leave Me Alone, Moonwalker, ça a marqué. Et ça m'a permis de jouer à l'excellent jeu de Sega, qui était sur Master System, qui était sur Mega Drive en arcade. Et c'était pas le même jeu. Master System Mega Drive, c'était un type de jeu en vue de 2D de côté, et c'était une vue isométrique. Donc la vue isométrique en jeu vidéo, c'était une vue du dessus pour le jeu d'arcade. Mais ça a scellé la réunion avec Sega et Michael Jackson, puisque Michael Jackson, je crois, a fait des musiques dans Sonic 2, mais il ne sera pas crédité parce que déçu des possibilités du hardware en musique de la Mega Drive. Énorme. Le Mad Movies numéro 56. Ah oui. Mais en l'état, que dire, Moonwalker est un film inattendu, mais je trouvais ça intéressant de le mettre dans les comédies musicales. Voilà. Il est rarement cité. On va continuer avec alors, on avait fait Demoiselles de Rochefort. Peau d'âne de Jacques Demy, 1970. Ne partez pas. Vous pensez que Peau d'âne est un film kitsch. C'est votre droit. Vous pensez que Peau d'âne est un film cucu. C'est moins votre droit. Alors, je sais pas que je parle de droit. C'est que Peau d'âne, c'est vraiment une bonne adaptation du conte. Dans le sens que derrière le côté oui, c'est mignon, c'est quand même une œuvre sur le côté incestueux du père, la trivialité du monde, la chanson de la fée, mon enfant n'épouse jamais ses parents, parce que des gens ont leur temps. En gros, on fait, si vous épousez vos parents, vous allez avoir un enfant déformé et tout. C'est du pur Jacques Demy. Très bonne musique de Michel Legrand. Et encore, on parlait des Demoiselles de Rochefort, mais je trouve que chez Peau d'âne, c'est exactement pareil. C'est qu'il y a vraiment, on peut penser en apparence que c'est un film léger. Et si on le regarde bien, il y a vraiment un second niveau. Et en plus, c'est porté par une superbe musique. Et pour anecdote, les photos de tournage, il y a un musicien qui s'est installé en France à l'époque, qui est très connu, puisque sur les photos de tournage, on voit Jim Morrison qui a pas mal tourné sur le plateau, mais qui était un gros pote à Demy et à Agnès Varda. Et voilà, c'est fort de faire une œuvre féerique, une œuvre fidèle au conte, une œuvre subversive,
Et pour moi, c'est vraiment un des grands films de demi. Et en plus, les robes, elles sont géniales. La robe de lune et tout, c'est vraiment le... C'est vraiment... Je voulais en parler. Moi, je vous dis, Les Demoiselles de Rochefort et Peau d'âne. Je pense, il y a pas mal de gens qui aiment pas, mais je pense que souvent, c'est plus une idée qu'on se fait du film ou d'un extrait. On l'a rarement regardé. Moi, je sais que j'ai conseillé à des potes qui m'ont fait, oh, Les Demoiselles de Rochefort et tout. Et j'ai un pote qui est venu me voir, fait, mais c'est vachement bien. Je fais, bah oui, c'est pour ça que je l'ai conseillé. C'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça. On va continuer avec Popeye de Robert Altman. Alors, c'est d'où vous avez vu, certains ont remarqué la pochette d'Harry Nilsson juste derrière. Harry Nilsson a signé la musique du film. Harry Nilsson, moi je pourrais en parler des heures. Grand compositeur, adulé par les Beatles qui ont aidé à le faire connaître, début flamboyant, continuité de carrière beaucoup plus difficile, il se pètera les cordes vocales, mais c'est des morceaux, c'est des bonheurs de morceaux pop. Et donc il bosse en 1980 pour Robert Altman. Robert Altman, il est en difficulté, pas mal de ses films se sont plantés, et il accepte de la part des studios Disney, bon les studios Disney n'étaient pas au mieux non plus, de faire une adaptation de Popeye. Et c'est très bizarre Popeye. Alors il va engager Robin Williams qui était dans la série Mork et Mindy. Et bah voilà. J'étais pas dit ça passe très bien avec les enfants. Mais oui, mais je suis d'accord avec toi, mon ami, parce que les films de ce sont des films intemporels. Et moi j'ai vu j'avais vu l'Expo 2000, j'ai vu les robes en vrai et c'est vraiment impressionnant. Et bon, c'est une pure folie, Popeye. Déjà, il recrée en dur le port de Sweet Haven, qui va devenir maintenant, c'est un parc d'attractions parce que les gens y vont. Il prend Shelley Duvall, alors que Shelley Duvall, qui avait déjà joué dans ses films, il va mélanger les styles. Il prend Harry Nilsson, grand dieu du folk, mais qui au début des années 80 et pas au mieux. Il prend le producteur de Chinatown. On est vraiment sur des gens des années 70, des gens du cinéma, de la nouvelle vague américaine, qui ont vraiment voulu révolutionner le cinéma. Et il se retrouve produit par Disney qui cherche. Et on sent dans le film, il y a vraiment, à la fois c'est un film d'auteur, il y a le travail vraiment très spécial d'Altman. Altman pensait que le son n'était jamais clair dans la réalité, qu'on avait un entremêlage de son et qu'on passait de l'un à l'autre. Et il fait vraiment cette approche-là du son, et c'est parfois compliqué, sans les sous-titres dans la version originale, parfois de tout entendre. Il met du burlesque, certains personnages sont limités à des silhouettes, certains personnages, on sait pas s'ils vivent, bougent comme des trucs d'animation. C'est très très bizarre le mélange entre cartoon et décor naturel. La musique d'Harry Nilsson, il y a des morceaux extraordinaires, mais des fois il est sur des trucs très minimalistes, presque de la chance. Bah voilà. En plus, Harry Nilsson était quelqu'un qui maniait l'ironie dans ses musiques. On a vraiment tout le nouvel Hollywood des années 70 qui se retrouve avec ce gros budget, et il y a un truc qui marche pas, et pourtant voilà, ça reste vraiment une œuvre à regarder, le Popeye. C'est pas un film parfait. C'est un film qui reste presque plus dans la légende parce que, en gros, voilà, on sait qu'il y avait beaucoup de drogue qui était transportée sur le plateau. Il y avait un gros budget et tout. Le Popeye est moins calme. Il y a déjà il y a une révélation, Robin Williams. Et il y a peut-être aussi une façon de marquer qu'il voilà, il y a un temps pour le nouvel Hollywood et que les mecs sont pas faits pour les blockbusters des années 80. Voilà, on dit souvent, que le blockbuster commence en 77 avec Les Dents de la Mer. Et on voit que des gens comme Altman, qui ont été des dieux vivants, vont avoir du mal dans les années 80 à se situer dans ces blockbusters. Et là, Altman, il essaie de mixer ses recherches plastiques, ses recherches sur le son avec un blockbuster. Et résultat, c'est le film, voilà. On sait pas toujours où il veut aller. Je suis pas sûr que tout le monde accroche sur Popeye. Mais moi, je vous conseille vraiment de le voir. Et puis Robin Williams, c'est génial. Il y a des très très belles chansons d'Harry Nilsson dedans. 70. On a Bob Fosse. Bob Fosse, il a fait Cabaret.
Et il va faire que le spectacle commence. Et moi, alors, que le spectacle commence, c'est un de mes films préférés. Faux, c'est génial. Il met en scène Roy Schneider, en plus. L'ami Roy, qu'on a découvert dans des rôles plus virils, qu'on a découvert plus en star d'action, qui va être, oui, pour le coup, plus gros budget que Popeye. C'est exactement ce que je revenais. Mais il n'y a pas que ça. Mais alors, bon, les années 70, voilà, je pense que le nouvel Hollywood aussi, c'est quand même une grosse période de drogue à Hollywood. Et je pense que c'est un petit peu... Popeye, c'était la fin de ce côté un peu arty et aussi, soyons francs, la prise de pouvoir des mecs en costard-cravate. Et donc, revenons sur Buffos. Roy Schneider, on le connaît justement pour les films, entre autres, de Spielberg. Et l'ami Roy, c'est vraiment étonnant de le voir là, parce que star d'action, et il est vraiment le double de Bob Fosse. Et j'adore ce film. C'est un film où Bob Fosse se met en scène via le personnage de Roy Schneider, où on voit la réalité et fantasme, où il y a une mystérieuse, où la mort n'est jamais loin. Et là où ce qui est fort, c'est que Bob Fosse pourrait faire un petit portrait, oui, mais ce gros je suis, cet artiste qui souffre. Non, on est vraiment plus sur un autoportrait sans complaisance, où Fosse met à nu ses démons et montre que ce qu'il fait tenir, c'est au-delà des médocs, ce qu'il fait tenir, c'est vraiment le plaisir de l'art. Rajouter ça, Bob Fosse qui filme de façon très moderne, il y a l'ouverture vraiment, on voit les danseurs, où il y a certaines parties et tout, où c'est une répétition. C'est plus un casting, et il y en a qui partent et tout. Et tu vois la fatigue des corps. Il arrive à lier presque un style documentaire tout en étant en raccord avec la musique, une musique qui est extra-digétique, donc c'est-à-dire, là, on imagine, voilà, c'est la musique du film, elle est pas véritablement dans la scène, ou ça pourrait tourner comme un clip. Non, lui, il en fait un mélange presque documentaire, et c'est génial. Il y a, voilà. On est des fois dans le documentaire, parfois il se met la flamboyance, et l'ami Roy Schneider. Alors, Roy Schneider, quand même, parce que moi, ça a été, moi j'adore cet acteur, mais bon, on va être d'accord, l'ami Roy, on se souvient plus de lui des Dents de la Mer, on se souvient, de Fresh Connection, de Tonnerre de Feu, bon, Convoi de la peur, et il est génial, là. Il est étonnant, parce que je n'aurais pas imaginé dans ce rôle-là. Et il est génial en double de Bob Fosse. Bob Fosse, c'est vraiment super bien. Vraiment, pareil, si vous êtes allergique à la comédie musicale, découvrez les films de Bob Fosse. Vous passerez un excellent moment. Oui, pour le coup, la chanson de Popeye a été reprise dans le Patch de Rock Love. Mais le Popeye est intéressant. Alors, peut-être film plus attendu, mais bon, ouais, j'étais obligé. Moi, j'adore The Rocky Horror Picture Show. Bon, je l'avais utilisé en photo. The Rocky Horror Picture Show, c'est vraiment, 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 vraiment mon œuvre de référence. Voilà. Et Tim Curry est absolument génial. Il y a aussi Suzanne Sarandon qui a un petit peu honte du film, j'ai jamais trop compris. Alors c'est rigolo, petite anecdote, le film a été tourné au manoir d'Oakley Court où De Gaulle a dormi. Je crois pendant la guerre, je ne sais plus à quelle époque. Donc c'est assez rigolo de s'imaginer. Voilà, il a peut-être été poursuivi par un travesti, on ne sait pas. Et c'est aussi un film emblématique puisque ça n'a pas marché quoi, à l'époque. Je crois que c'est produit par la Fox. Et c'est un succès après, mais par les séances de minuit, mais un peu comme certains films de Jodo auront le succès après. Et ça deviendra en France, il y avait le Studio Galante qui en faisait un rituel. Moi, je suis moins fan, j'avais vu une fois. Mais parce que, au-delà du côté farfelu, au-delà du côté très prononcé en mélange de glam rock, le côté décadent, cabaret, c'est un film aussi sur la différence, l'affirmation de soi. Je crois qu'il y a un moment, il y a une chanson, c'est Don't Dream It, ne rêve pas, mais sois-le. Et c'est bien. Moi, j'aime bien les manifestes. Et c'est un film qui est très aimé par la communauté LGBT, mais au-delà, c'est un film sur on assume ce qu'on est, sur tu es différent, assume-le, peu importe. Et en plus, la musique, elle est géniale. Touch Me, I Won't Be Dirty, voilà, c'est des grands moments. Tim Curry bouffe la caméra. Et Tim Curry, je vous invite à quelques morceaux de lui en solo après. Quel chanteur.
Et voilà. Moi, c'est un film de cœur, un film que je regarde souvent. Dans The Rocky Horror Picture Show, parce qu'il y a d'autres choses à dire. C'est bien filmé. Il y a notre ami Meatloaf. Meatloaf, j'aime beaucoup aussi, qui joue dedans. Petit, ça peut pas des grands moyens, mais le film était bien filmé. Et c'est un film qui mérite de rester dans l'histoire. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu, si. J'ai jamais réussi à tenir devant la suite de ces Shock Treatment. J'ai eu du mal sur la suite. Donc vraiment, c'est un premier coup. On va continuer avec This is a Spinal Tape de Rob Reiner. Alors, allez, les amplis à 11, docu-rock complètement fou, This is a Spinal Tape. Faux documentaire consacré à un groupe de hard rock fictif. C'est du bonheur, c'est génial. Alors oui, on se rappelle du Olympia 11. Ce qui est génial, c'est de faire un faux documentaire. Donc déjà, ça marche très bien. Quand vous aimez le rock, il y a plein d'allusions rock qui sont super. Les mecs qui se perdent sous la scène parce qu'ils retrouvent pas. C'était arrivé à, je crois, Aerosmith ou à nos amis de Kiss. Les batteurs qui meurent de mort improbable. Je pense à Toto. C'est parce que Toto, voilà, le groupe Toto, Africa, Rosanna entre autres, mais des très très bons albums aussi dans les années 70, dans les années 80. Et Toto, leur batteur, était mort, un des batteurs les plus emblématiques de l'histoire du rock, et de dire oui, il est mort d'un désherbant, c'est une des excuses qui est utilisée dans le film. Donc j'ai jamais su si c'était premier ou deuxième degré pour Jeff Porcaro, mais on a toute l'histoire, la folie dans le rock, le côté des groupies, les gonzesses des mecs qui se battent. On se rappelle aussi des problèmes d'échelle avec les dolmens. C'est à mourir de rire, c'est hyper bien construit, c'est rythmé, les chansons sont super. C'est quand même un film qui a tellement marqué que je crois que c'est noté 11 sur 10 sur IMDb, donc c'est vraiment énorme. Donc une œuvre à découvrir, l'œuvre que des mecs comme Slash et tout adorent, avec des personnages pathétiques et mais attachants. Et vous savez qu'à la fin, moi, quand je regarde le film, moi je pleure même. C'est-à-dire que il arrive à me toucher. Ils sont bêtes, mais il y croit. Je pense il voit bien le côté juvénile du rock, avec ses mauvais et ses bons côtés, et ça, c'est bien trouvé. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup This is a Spinal Tape, un faux documentaire rock qui est génial. Autre film que je pourrais vous conseiller. Alors, je vais pas vous le conseiller directement parce que je vais vous inviter à découvrir. Je vais vous le partager dans le chat. J'avais fait une émission en direct. C'est un vrai bonheur avec Vidéo Club 58. Et je vous l'ai mis dans le chat. Et on a analysé l'œuvre de Bakshi. Et donc il y avait dans l'émission Les Geekeries de Sydney, film rudimentaire, et on avait évoqué un film qui est absolument génial de Bakshi. C'est American Pop. Alors, je vous invite vraiment à écouter l'émission avec mes camarades, on revient dessus. Le film nous a vraiment marqué, et je pense que c'est un des plus beaux films sur l'histoire de la musique américaine. Je vous dis pas plus, c'est le chef-d'œuvre de Rav Bakshi, c'est un film de 80, une bande-son absolument extraordinaire, qui va de la musique jazz à Jefferson Airplane. C'est très fort, c'est un des plus beaux films visuellement de Bakshi. Bakshi, c'est Fritz the Cat, c'est vraiment le dessin animé indé, et c'est vraiment, vraiment du bonheur. Donc là, je vous l'ai mis en lien dans le chat, donc n'hésitez pas. Voilà, on revient longuement sur le film, et on avait adoré. Et pour moi, ça reste une des super œuvres musicales, et vraiment, j'avais passé un super moment avec les gars. Donc c'était sur la chaîne de Vidéo Club 58, et on avait fait l'émission avec les Geekeries de Sydney et Films Rudimentaires, et j'avais passé un très très bon moment. Voilà, bah c'était une petite liste de films, j'ai fait plus court, mais vous voyez, je sais pas si vous entendez, je commence à avoir le nez vraiment, vraiment, vraiment bouché, je suis assez malade, malheureusement. Bon, je pense que je serai en meilleure forme la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Je ne vois pas sur le chat, je pense qu'on va aller tranquillement finir l'émission là-dessus.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Donc, émission plus courte, mais malade. Mais c'est du bonheur. Et puis, on se retrouve pour une prochaine émission. Donc là, c'était une spéciale comédie musicale. Bisous à tous. Ciao. Le plus grand des cinéphiles, c'est bien sûr Mad Will.